super ce petit jingle, hein. Ça pourrait être un rythme musical sympathique qu'on pourrait imaginer comme ça en NFT dans le Web 3. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, justement de la musique et dans les mondes immersifs, enfin tout à l'heure, voire même maintenant, puisque j'accueille Cécile Rappewerk, qui est la directrice générale de la SACEM, et nous allons échanger ensemble pendant une petite demi-heure, et comme d'habitude, comme depuis le début de cet après-midi, voire même de cette journée, je compte sur vous pour poser vos questions. Nous y allons. Cécile Rappewerk, bonjour, bienvenue ici à Média en Scène. Bonjour. Vous êtes donc, je le disais, la directrice générale de la SACEM. L'intitulé de cet entretien s'appelle « Création de valeur et valeur de la création dans le Web 3 ». Donc vous pouvez déjà vous dire que le public qui est ici présent, nombreux, connaît tout du Web 3. Ça y est, ils sont vraiment cool. Ils sont au top, donc ils ont tout à fait compris ce que c'était que cet univers-là. Néanmoins, peut-être qu'ils ne connaissent pas tout de la SACEM. Donc ça serait peut-être l'occasion de rappeler les objectifs. Alors déjà, la SACEM, c'est l'acronyme qui représente Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société qui est non-profit, une société civile, qui a été en fait fondée par des créateurs de musique en 1851 et qui aujourd'hui est devenue le leader mondial de la gestion collective. C'est une société qui collecte environ 1,3 milliard d'euros par an, hors crise du Covid, évidemment, et qui en fait a su développer un leadership mondial dans le monde du numérique. Et donc on va dire que nous, le Web 3, pour l'instant, ce sont les prémices, mais ça y est, on commence déjà à devoir s'y intéresser, parce que c'est une opportunité, nous pensons, pour les créateurs, de pouvoir apporter une nouvelle valeur à leur création. Alors exactement, je vous le disais, ce sont les prémices, ça tombe bien puisque cette interface, ce nouvel Internet, il est lui aussi dans les prémices, donc vous êtes là dès le départ, dès le début de la réflexion. Qui dit Web 3 dit Web 2 et Web 1 avant. On va s'arrêter juste au Web 2, qui était le web que l'on connaît aujourd'hui, des médias sociaux, des interactions. Un web aussi de la gratuité, qui fonctionne sur la donnée, donc qui était, j'imagine, assez complexe pour vous, en tant que SACEM, vous qui devez défendre justement les droits, par exemple de la musique, dans un monde qui était dans un monde du tout gratuit. Donc comment vous avez réagi justement par rapport à ce qu'on pourrait appeler une sorte de dérive d'un Web 2 pour recréer de la valeur à de la musique qui en a peut-être un peu perdu avec les plateformes de téléchargement, avec cette sensation de musique illimitée, accessible à tous? Alors évidemment, il y a une première fracture qui a été très dure pour nous, c'est le peer-to-peer. Tout ce qui a été piraterie, puisque là, pour le coup, la musique était consommée gratuitement, sans aucune rémunération pour les créateurs, les producteurs, les éditeurs de contenu. Et heureusement, quand même, il y a eu l'apparition d'offres légales. L'une des premières offres légales, ça a été iTunes, avec Apple, le téléchargement, c'était avant le streaming. Et là, en fait, on a tout de suite compris que le principal problème que posaient les acteurs du Web 2, c'est qu'ils venaient en imposant déjà leur modèle économique. C'est-à-dire que iTunes a forcé les créateurs de musique à accepter que leur rémunération soit limitée à 8% du prix de vente du téléchargement. Non seulement ils ont fixé le taux à 8%, ce qui était plus bas que pour le CD qui était à 9%, mais en plus ils ont fixé le prix. Puisque vous vous en souvenez sûrement, enfin quoi que les plus jeunes n'étaient peut-être pas nés, mais le prix c'était 99 centimes d'euros par rapport à un single physique qui était entre 3 et 4 euros. Donc on a divisé par 4 la valeur et en plus on a baissé le taux. Donc c'était quand même la grosse claque. Et donc la SACEM, elle s'est tout de suite dit, il faut qu'on puisse reprendre l'initiative stratégique. Et la première initiative stratégique, c'est quand Deezer en fait est apparu avec son offre gratuite mais légale, puisque financée par la publicité. Et je rends hommage à mon meilleur ami directeur général adjoint de la SACEM, qui s'appelle David El-Sayeg, et qui a été le premier à signer un accord au monde avec Deezer, avant même les labels. La SACEM a été la première à se dire, dans le streaming, il y a une opportunité de venir recréer de la valeur. Alors au début, très faiblement, parce que uniquement financé par la publicité, mais au fur et à mesure, on s'est battu avec l'ensemble des ayants droit pour constituer un modèle payant avec les abonnements. Je vous invite juste à regarder, pardon, je fais de la publicité pour une société privée, mais quand vous regardez The Playlist sur Netflix, vous voyez comment ça s'est passé en Suède avec Spotify, et vous voyez comment la SACEM locale, qui s'appelle la Steam, elle, au contraire, elle a tout de suite refusé ce modèle-là. Donc on peut dire quand même qu'on a été précurseurs mondiaux. Et puis au fur et à mesure, on a travaillé avec les plateformes. Le taux de 8 est passé à 10,5, à 12,5, et aujourd'hui, on est au-delà de 15% du chiffre d'affaires des plateformes.
Donc on commence à voir un peu plus de valeur, même si on n'y est pas encore, parce que la valeur du stream est très faible. Elle est faible aussi parce qu'il y a des très grands acteurs qui sont encore financés par la publicité, comme YouTube. Précision justement la valeur du stream, parce que c'est une question intéressante. Pour bien comprendre, ça rapporte combien à un artiste, les artistes que vous défendez, lorsqu'on fait juste un chargement, on un a stream une moyenne, d'une chanson? on voit même pas, il y a tellement de zéros après la virgule, donc on va plutôt prendre 1 million de streams qui sont autour d'à peu près 1 000 € le million de streams. De rémunération. Donc un titre qui a été écouté 1 million de fois, c'est 1 000 €. C'est 1 000 € pour l'artiste. En droit d'auteur. En droit d'auteur. C'est les créateurs, pas l'interprète. L'interprète, il a un contrat. Bon, ça ne doit pas être très, très éloigné d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que dans les plateformes qui connaissent encore énormément, enfin, de plus en plus de succès, qu'on appelle les plateformes de partage de contenu, comme YouTube, comme TikTok ou comme Facebook, la valeur, elle est quand même plus faible. C'est beaucoup plus rémunérateur d'être sur une plateforme payante. Et donc, nous, on essaye aussi quand même de convaincre ces plateformes de plus en plus d'investir dans des modèles de développement payants, comme YouTube d'ailleurs l'a fait. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on s'est mis à négocier aussi de plus en plus de contrats. Justement, Facebook, la SACEM, première société au monde à avoir signé un contrat d'auteur mondial avec Facebook, comme elle l'avait fait un peu avant avec YouTube et comme elle l'a fait encore récemment avec TikTok. Donc, reprendre l'initiative stratégique, augmenter la valeur. Déjà dans le Web 2, c'est ce qui a été possible de faire. Et donc on voit bien qu'il y a donc une stratégie de tendre la main, c'est-à-dire de se rapprocher de ces plateformes, de négocier avec elles, plutôt qu'une volonté peut-être au départ de refus, de rejet, comme ça a pu être le cas, parce qu'on voit si je schématise, des grandes plateformes américaines un peu prédatrices qui vont rêver sur un marché, et nous, acteurs, enfin vous, acteurs, parfois on se dit, est-ce qu'il faut parler avec eux, échanger avec eux? Vous évoquez justement le cas de la Suède qui n'a pas fait ce choix-là, et là on a compris que cette main tendue a été concluante par rapport aux droits des artistes. Donc ça, c'était sur le Web 2, ça y est, on a fait une petite perspective historique, on arrive au Web 3, enfin on n'y est pas encore, mais en tout cas on s'y projette. Donc vous, là, SACEM, qu'est-ce que vous faites pour créer de la valeur dans le Web 3? Alors là, comme quand même, dans le Web 2, on voit qu'on a amélioré les conditions, mais ce n'est pas encore avec 1 000 € par million de streams que les créateurs peuvent vivre. Il faut bien voir que là, on essaye encore de se dire comment est-ce qu'on peut créer plus de valeur dans ce Web 3. Alors déjà, on peut le créer parce que plus de valeur, parce que déjà, on va avoir moins d'intermédiaires. On va être dans quelque chose de décentralisé qui va permettre de pouvoir être beaucoup plus en rapport direct avec le fan. On voit aussi qu'on va pouvoir, grâce aux nouvelles technologies, développer des nouveaux modes de création, des nouveaux modes de diffusion qui devraient aussi générer plus de valeur. On est évidemment aujourd'hui en train d'essayer de cultiver aussi un peu plus la rareté, notamment, on va en parler sûrement, les NFT. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le Web 2, et automatiquement le Web 3, c'est 100 000 œuvres, 100 000 enregistrements chaque jour uploadés sur toutes les plateformes. On a des plateformes qui, toute la journée, nous expliquent qu'il y a 100 millions d'œuvres disponibles sur Apple Music, sur Amazon. C'est très, très compliqué d'arriver à sortir, à se faire découvrir au milieu de tout ça. Donc, créer la valeur, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à individualiser beaucoup mieux les œuvres au milieu de ces 100 millions et voire peut-être très vite 200 millions. Et alors comment on fait justement pour arriver à repérer, à se repérer finalement, à singulariser ces œuvres comme vous dites? On travaille justement avec les plateformes, on travaille de plus en plus. Alors la SACEM, qu'est-ce qu'elle fait? La SACEM déjà elle a décidé de vraiment mettre un pied dans l'innovation, même si elle a toujours su, comme je l'ai expliqué, s'adapter aux nouveaux modes d'exploitation. Là pour le coup elle a besoin de devenir beaucoup plus une société de tech. Alors déjà, elle a fait une chose, la SACEM, c'est que quand... J'aime bien l'impression qu'on parle de quelqu'un. Alors la SACEM, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne parlez pas de vous, la troisième personne déjà, vous parlez de la Ma SACEM. grand-mère. Voilà. Donc la SACEM, elle a déjà décidé d'investir dans la technologie des outils de reconnaissance de ses œuvres à travers le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un contrat avec YouTube qui porte sur 150 territoires, YouTube ou Apple Music nous envoie l'ensemble des streams mondiaux qui ont été faits. Et c'est à nous, à l'intérieur de tous ces streams, d'aller individualiser les œuvres que nous représentons. Là, c'est une forme de traçabilité, c'est un outil qui vous permet de savoir où est-ce que l'artiste que vous représentez, que vous défendez, etc., a été écouté quelque part dans le monde et combien de temps. Mais c'est le seul moyen que nous avons de facturer la plateforme. Donc on voit bien l'importance par rapport à la création de valeur, c'est que si on ne retrouve pas cette œuvre, on ne peut pas la facturer. Donc déjà, on facture ce qu'on retrouve. Donc il faut qu'on soit les meilleurs et qu'on ait les algorithmes les meilleurs. Donc déjà, l'innovation, elle nous sert à ça. Après, l'innovation, elle nous sert à aller justement dans ces nouveaux domaines. Le NFT. On a très vite compris que dans le NFT, il y avait ce côté rareté, ce côté aussi de nouveaux acteurs avec lesquels on pourrait peut-être redistribuer les cartes du partage de la valeur. Je fais une petite pause publicitaire. NFT, tout le monde est à l'aise?
Non-fungible token. Voilà. Allez, je le dis rapidement. Donc, c'est une sorte de contrat d'authenticité qui est associé à un objet numérique. Il peut être une photo, une vidéo ou un morceau de musique. Et donc, effectivement, Cécile parlait de singularité, c'est-à-dire qu'il va y avoir qu'un seul contrat d'authenticité qui correspond à cette même œuvre qui est unique. Et donc, on casse un peu le côté duplication sans fin d'une même œuvre qui est reproduite, parce que lorsqu'on vend un NFT, on vend finalement l'œuvre originelle, donc c'est souvent l'artiste qui le vend dans un premier temps, et ensuite, elle peut être revendue, mais même lorsqu'elle est revendue, l'artiste continue à toucher les droits. Alors ça, c'est ce que nous sommes parvenus à instaurer, c'est que nous nous sommes très vite rendus compte que le NFT était l'objet de spéculation, on l'a vu surtout sur le marché de l'art visuel, et on s'est dit, c'est quand même très triste que dans la musique, parce que c'est une œuvre originale, mais vous pouvez aussi associer des services. Vous pouvez avoir un NFT qui vous donne accès à une rencontre inédite avec un artiste, assister à ses séances d'enregistrement, au-delà même de l'œuvre musicale qui est accrochée au NFT. Et donc ça peut valoir de l'argent si vous pouvez peut-être acheter un NFT, la personne n'est pas très connue, et puis 6 mois après devient une star, et le NFT devient un objet de spéculation, il est revendu. Et pour nous, il était impératif que lors de la revente, il y ait un droit de suite pour les créateurs de musique. Ça n'existait pas. Nous l'avons instauré grâce à un premier contrat avec une plateforme qui s'appelle Pianity et qui a accepté de travailler dès le début du développement de son PNL, de son mode d'exploitation, à la création de valeur. Et nous avons donc des taux qui sont plus importants que dans le streaming et nous avons ce droit de suite qui fait qu'à chaque revente, le créateur touchera de l'argent. Et là, on voit aussi l'intérêt d'une technologie comme la blockchain aussi pour permettre la traçabilité et aussi pour clore peut-être sur les NFT ce qu'on appelle les smart contracts aussi qui permettent donc de suivre, vous le disiez, les droits des artistes. Exactement, c'est plus protecteur. Ce qui est donc au cœur de votre métier. Et puis en parlant de protection, quand même, juste parler du fait que par exemple la SACEM a lancé il y a 3 semaines une plateforme qui est unique au monde qui s'appelle Music Start, qui est là pour horodater dans la blockchain toutes les créations musicales que vous faites seul ou avec des co-compositeurs et des co-auteurs et qui permettent d'avoir un certificat de preuve d'antériorité, puisque vous le savez, il arrive parfois qu'on puisse venir contester l'originalité de votre œuvre, vous attaquer pour contrefaçon. Et là, tout est dans la blockchain avec évidemment les fichiers musicaux qui sont rattachés. Donc nous, voilà, non seulement on développe nous-mêmes des outils, mais on utilise les nouvelles technologies qui sont développées par d'autres pour venir créer plus de valeur pour nos membres. Alors justement, vous disiez tout à l'heure la SACEM comme si vous parliez de votre grand-mère, sauf qu'on voit bien que c'est une grand-mère tech, puisqu'on voit que vous êtes au cœur de ces différentes innovations, et on a bien repéré que votre objectif était celui de la traçabilité, pour pouvoir suivre en fait les droits des artistes, et que ces outils-là, dans le Web3, permettent justement d'avoir une forme de traçabilité, de grands registres à livre ouvert, hein, comme on simplifie parfois la définition de la blockchain. On parle là de traçabilité, on peut parler de singularité aussi, qui est celle de la législation française. Vous avez pour objectif aussi, vous, d'être une sorte de terre d'accueil pour les artistes du monde entier, grâce justement à la législation qui protège, et puis historiquement aussi, culturellement, aux droits d'auteur, au respect des droits d'auteur en France. Alors, ce que l'on ne sait pas automatiquement de la SACEM, c'est que c'est une société qui, très souvent, pour le public, est vraiment franco-française, s'occupe des droits d'auteur uniquement dans son pays. Et en fait, avec le temps, nous sommes parvenus à développer un vrai soft power mondial, non seulement par l'attractivité de notre cadre législatif, je vais y revenir, mais aussi par tous les outils de traçabilité, la technologie, notamment une plateforme de traçabilité qui s'appelle YouRights, qu'on a montée avec IBM et qui est la première au monde pour processer toutes ces datas digitales. Alors, qu'est-ce que c'est que le soft power en fait, du droit d'auteur ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez en France un respect du droit d'auteur qui est quasiment unique au monde. Vous connaissez le copyright américain, vous pouvez penser qu'il y a un droit d'auteur en Chine. Inutile de vous dire que, bien évidemment, ces droits d'auteur sont beaucoup moins protecteurs que ce que nous avons, nous, aujourd'hui en France. À tel point que, notamment aux États-Unis, vous avez le fair use qui permet d'utiliser des exceptions en fait de protection de droits d'auteur. Vous pouvez utiliser gratuitement les œuvres. Vous avez le buy-out qui, en contrepartie d'une somme forfaitaire, exclut toute rémunération proportionnelle pour les compositeurs, par exemple, de musique de film ou de jeux vidéo. Nous, en France, on a vraiment lutté contre ça. Et ça nous a permis en fait de devenir une terre d'accueil pour les plus grands répertoires internationaux, pour les représenter dans les deals avec les GAFA, avec les plateformes de musique. Donc aujourd'hui, la SACEM, non seulement elle va défendre les droits d'Orelsan, Clara Luciani, et on va remonter jusqu'à Ravel, parce que voilà, on a un très très grand catalogue, mais en plus, aujourd'hui, nous représentons les droits de Coldplay, les droits de Bruno Mars, les droits d'Adèle, parce que
les plus grands éditeurs, Universal Music, Warner Chappell Monde, et plein d'éditeurs anglo-américains indépendants ont quitté leur société pour venir nous rejoindre. Pourquoi elles sont venues nous rejoindre? Bon, on est super sympa, mais surtout, on a les meilleurs taux parce qu'on est très très bon dans les négociations. On a développé ces outils de tech. Mais pourquoi est-ce que tout ça, on arrive à le faire? Parce que nous avons imposé la loi française et la juridiction française dans tous nos contrats avec les plateformes, même quand ce sont des contrats qui portent sur le monde. Le contrat Facebook Monde, il a une loi d'application française et il a les tribunaux français. Ce qui fait que ça engage plus, il y a plus d'obligations qui sont mises à la charge des plateformes et les créateurs étrangers se sentent plus protégés en étant représentés par la SACEM. Mais ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, Adèle, vous avez cité Adèle, elle va venir en France, enfin elle va se servir en fait virtuellement évidemment, en tout cas elle va y déposer ses droits en France parce qu'elle estime que c'est la France qui protège le mieux au monde ses droits et que ce sera plus intéressant pour elle. Exactement, elle va être mieux rémunérée sur le digital, mieux rémunérée sur les 150 territoires. Et comme nous sommes parvenus à développer ça avec les plus grands éditeurs de musique mondiaux face aux plus grandes plateformes mondiales, il nous a semblé naturel, dès que le métaverse a commencé à poindre le bout de son nez, de se dire, mais il faut aussi que nous soyons terre d'accueil pour ce métaverse. Le métaverse, demain, ça va être effectivement, on est sûr et certain, un nouveau mode de diffusion de toutes les œuvres, que vous soyez producteur de contenu audiovisuel, que vous soyez producteur de musique, que vous soyez évidemment créateur ou interprète. Et il ne faudrait absolument pas que le schéma que nous avons créé ne soit pas dupliqué et que demain, les terres d'accueil, ça soit le copyright américain, ou je dis le droit d'auteur chinois parce que je pense à Sandbox qui a été fondé par des Français mais qui malheureusement est avec des actionnaires qui sont chinois, et puis Meta, si Mark Zuckerberg arrive à gagner son pari, sera américain. Et là, en fait, on voit bien qu'on a une opportunité qui est fantastique pour la France. On a une opportunité qui est qu'on peut arriver, comme on le fait déjà dans le luxe ou dans la gastronomie, à vraiment avoir un leadership mondial en ce qui concerne la protection des contenus. Et ça rapporte quoi justement à la SACEM d'avoir Adèle dans son répertoire et tous les autres stars internationales? On a bien compris que pour elle c'était plus rémunérateur, mais pour vous? Non, mais c'est surtout que voilà, pour nous, c'est un moyen de levier pour pouvoir négocier. Quand vous êtes face à des géants, plus vous avez un répertoire important, plus vous avez des chances d'équilibrer votre relation face à des géants de la tech qui normalement sont beaucoup plus riches et beaucoup plus puissants. La valorisation boursière de Apple, c'est 3 000 milliards de dollars. Nous, on est une société non-profit. Mais le fait que nous ayons tous ces répertoires, ça permet de faire un peu plus d'équilibre. Donc il faut absolument que dans le métaverse, on arrive aussi à construire cet équilibre. Un, pour préserver les créateurs, et puis pour arriver à construire encore plus de valeur dans ce nouveau monde. Et donc, pour bien comprendre dans le métavers, c'est-à-dire que quand il y aura justement un avatar d'un producteur, d'un musicien qui va faire un concert dans ces mondes immersifs ou qui va diffuser sa musique, c'est là où il faudra à la fois avoir des enjeux de traçabilité pour savoir à quel moment cette musique passe à quel endroit, et puis et de traçabilité et de rémunération et de législation qui permettra que cette musique ne soit pas exploitée, volée ou utilisée. C'est pour ça qu'on parle d'un métaverse qu'on souhaiterait européen et même français, pour être finalement cette terre d'accueil d'origine. Et donc, automatiquement, la gestion des droits se fera par la terre d'origine. Et la terre d'origine, si c'est un métaverse français, ça sera la France. Et donc, ça sera la loi française. On n'y est pas encore tout de suite au métaverse français, hein? On n'y est pas encore, mais sincèrement, on a quand même France 2030, il y a quand même des financements. Je vous le dis, il peut être pluri-européen parce qu'on a quand même les directives qui sont communes à un certain nombre de pays. Mais le métaverse européen, je trouve vraiment idiot qu'on puisse pas. On n'a pas besoin de faire un métaverse aussi gros que celui de Facebook, puisque de toute façon, après, les métaverses sont interopérables. Ça ne vous empêche pas d'aller vous balader après dans d'autres pays, on va dire. Mais au moins, votre terre d'origine, c'est celle-ci. Même si l'enjeu de l'interopérabilité fait partie justement des enjeux des données et des valeurs. Certes, on pourra aller d'un univers à l'autre. Est-ce qu'on pourra y ajouter et partir avec d'un univers, partir avec ses données, partir avec ses valeurs? C'est encore à construire et à penser. Question dans la salle que vous avez peut-être... Là, il y a un monsieur non, c'est ce monsieur qui se lève avec le micro, c'est ça. Sa valeur, c'est le micro qui va pouvoir donc amplifier votre voix si vous avez des questions à poser à Cécile. Sinon, moi, j'en ai une. Je vous laisse le temps de réfléchir, le temps que je pose mon autre question. Moi, j'ai une émission sur France Culture qui s'appelle Le meilleur des mondes, qui s'intéresse justement à la technologie et la manière dont le numérique bouleverse notre vie.
j'ai souvent tendance à poser cette dernière question à mes invités. Pour vous, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vers quoi nous devons aller pour que votre grand-mère soit la plus heureuse possible? Votre grand-mère, ça s'aime évidemment. Je pense que les gens vont se dire, mais écoute-moi folle avec sa grand-mère. Dieu et son âme. Le meilleur des mondes, c'est que enfin, la création soit replacée au centre de la valeur justement de tous ces mondes. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, notamment à travers le développement des jeux vidéo ou même de l'audiovisuel, on a souvent eu tendance à considérer, vous voyez, en fait, on fait tout le budget de production, puis à la fin, on se dit merde, il y a la musique. Oui, c'était un peu le parent pauvre oublié un peu. Ouais. C'est vraiment le dernier donc à la fin, bah tiens, il reste 5000 balles, on va les... Non. Il y a un moment, la musique fait partie de la pratique culturelle préférée des Français. La musique est écoutée tous les jours. Elle fait partie de notre vie. Donc redonnons de la valeur. Et voilà, on avait une très belle phrase, j'en parlais tout à l'heure justement à mon équipe, qui était la SACEM, c'est faire vivre ceux qui nous font rêver. Bah, ça, c'est vraiment... notre but, c'est de continuer à faire ça, et il faut donc replacer de la valeur sur la création, sur les œuvres, sur les créateurs. Question ou pas qui est survenue, qui vient du haut, qui vient de loin? Oui, c'est vos deux grands-parents qui vont peut-être arriver à vous répondre. Non, là je crois. Allez-y. Plutôt mon fils, là. Ouais. Si je reprends du coup vos chiffres, 1 million de streams représente 1 000 €. Donc un chanteur qui fait 2 milliards de streams représente 2 millions d'euros. Alors c'est pas un chanteur, moi c'est un auteur, compositeur, éditeur de musique. Le chanteur, lui, il a un contrat avec son producteur, et donc ça dépend Imaginons que s'il a 15% de redevance, c'est un peu compliqué, mais il peut avoir à peu près ça, oui. Ça vous donne envie de vous lancer? Il y a donc des gens... En tant qu'indépendant, si c'est lui-même qui produit sa propre musique, ça lui fait donc un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Si jamais il est indépendant, qu'il est producteur, il faut multiplier par 3 ce chiffre. Mais on part déjà sur un postulat de stream assez conséquent là. 2 milliards, ouais, c'est pas tous les jours. Voilà, c'est à peu près l'audience en podcast de cette table ronde. Mais maintenant, je le dis... Non, oui, c'est ça. Bah oui. À peu près. François, vaguement, succès. Ouais. Non, mais par exemple, je vous donne un exemple sans dévoiler grand-chose, mais les chiffres sont publics. Nous sommes tellement vraiment bons, performants à la SACEM, qu'au-delà des Américains, les Coréens, et notamment le groupe BTS, est venu nous confier la gestion de ces droits. Là, on est dans ces ordres de milliards de streams. Là, c'est intéressant. En fait, c'est assez intéressant parce que quand on est justement sur toutes ces questions technologiques, on voit que la France est toujours aussi a du mal à se faire respecter sur plein d'aspects. On parle de la fuite des cerveaux, on parle de technologies inventées ici, récupérées par d'autres. Et là, c'est vrai que c'est un domaine d'application où la France a une vraie carte à jouer et arrive à tenir tête justement aux grands géants. Donc c'était intéressant que vous le rappeliez. Il y avait une question sur la gauche là-bas, qui sera peut-être pas loin d'être la dernière si on veut respecter nos timings, notre temps, notre horloge. Allez-y, monsieur. Vous parliez du bouleversement numérique dans nos vies, et on voit que récemment, il y a beaucoup de questions sur les images générées par intelligence artificielle. Et la question de la paternité de ces œuvres, la valeur de ces œuvres et tout ça. Est-ce que ces mêmes questions se posent dans le monde de l'audio, et quel est le positionnement de la SACEM? Très bonne question. Je vous invite à écouter une émission qui s'appelle Le meilleur des mondes. On a fait 1 heure sur le generative art. Vous pouvez l'avoir en podcast. Création de valeur. Allez-y. Je ne vais pas résumer son émission. Mais non, ce qui est sûr, c'est que pour nous, la SACEM, aujourd'hui, il y a toujours une intervention humaine. C'est-à-dire que même celui qui conçoit ce qui va demander à l'intelligence artificielle reste l'auteur de l'œuvre qui en résulte. Donc aujourd'hui, on n'a pas une IA qui est enregistrée à la SACEM. Il y aura toujours en fait un concepteur en amont qui va pouvoir déposer l'œuvre. Donc pour l'instant, on en est là dans la législation et dans nos statuts. Je prolonge quand même la question du jeune homme. C'est vrai que lorsqu'on est dans un mode generative art, qu'on va créer par exemple une musique, un morceau, on va s'adapter de dizaines, centaines de morceaux existants. On va récupérer une note ici, un style par ailleurs, un style là, une sorte de mosaïque en fait, pour créer une œuvre. Et c'est vrai que là, il y a des grandes questions de droit d'auteur. On le retrouve en images parce qu'on a parfois du mal à se dire est-ce qu'une intonation d'une musique, même si singulière, absorbée et mêlée par une autre, est-ce qu'on arrive à retracer justement à qui appartient telle ou telle composante qui a formé cette application? C'est là où il y a un enjeu de... Oui, maintenant c'est vrai qu'on a aussi des outils aujourd'hui de fingerprint qui font qu'en 2 secondes on arrive à identifier les œuvres. Maintenant, à quel moment est-ce que ça devient protégé?
Parce que est-ce qu'une note, c'est protégeable? Ben non, parce que sinon, on ira tous déposer do, ré, mi, fa, sol, ça serait génial. Mais non, c'est sûr que ça va amener de la complexité. Et en plus, vous avez des gens qui font des dépôts dans le domaine public, qui estiment qu'en fait, on peut réutiliser leurs œuvres. Mais si elles sont plusieurs fois mélangées dans des nouvelles œuvres de collaboration, lequel prévaut sur l'autre, ça va être compliqué. Donc, pour ceux qui veulent devenir avocats en droit d'auteur, il y a peut-être un marché porteur, là. Et voilà, donc si vous ne faites pas des milliards de streams, vous pouvez devenir avocat en droit d'auteur. C'est aussi une belle voie de succès. Merci beaucoup Cécile, qu'on peut applaudir. Merci François. Et on peut applaudir sa grand-mère également.